Et nous voilà au cœur de notre débat. Comment réinventer la prise en charge de nos aînés dans une société où les besoins augmentent alors que les ressources s'amenuisent? Quelles solutions innovantes et durables pourraient garantir dignité, autonomie et qualité de vie? Et surtout, comment repenser notre système pour en faire un modèle soutenable à long terme? Éric Frégona, pour commencer, j'aimerais qu'on s'intéresse aux enjeux de la prise en charge des personnes âgées. Comment ces besoins vont-ils évoluer dans les années à venir? Les besoins d'accompagnement en France sont, je dirais, d'ordre multiple. Effectivement, le niveau d'autonomie des personnes et du besoin d'accompagnement des personnes va être croissant et il l'est depuis, je dirais, des années. On ne découvre pas quelque chose. Ça va crescendo. Je veux dire, je me souviens, Dominique de Villepin, déjà à l'époque, lorsqu'il était Premier ministre, nous disait qu'il fallait passer à une augmentation de 30% des effectifs. Il disait ça en 2006 pour 2012. Donc on voit bien le retard considérable que l'on a pris. Alors les 3 derniers quinquennats qui ont eu lieu, c'était des gouvernements de droite, de gauche, des gouvernements centraux. Je ne sais plus comment on appelle ce type de gouvernement. Mais en tout cas, aucun n'a réussi à faire que l'on arrive à voter cette fameuse loi autonomie qui nécessite ces 12 milliards d'euros, que tous les rapports, même les rapports sénatoriaux, les rapports de l'Assemblée nationale et puis des rapports même commandités à l'époque par Agnès Buzyn, par son propre ministère, précisant qu'il faut 12 milliards d'euros si on veut accompagner dignement ces personnes âgées en France. Alors après, une fois qu'on aura dégagé ces moyens, et nous l'espérons le plus rapidement possible, c'est quel modèle choisir. Et je rejoins tout à fait ce que disait monsieur sur cette logique domiciliaire. Nous pensons à l'ADEPA que la logique domiciliaire, elle doit s'entendre aussi bien dans les domiciles individuels que dans les établissements. Ces établissements doivent faire une véritable révolution, une introspection et une révolution pour répondre aux attentes des personnes âgées. On voit bien qu'aujourd'hui, personne ne veut vivre dans un établissement type EHPAD, ça veut quand même dire quelque chose. On doit réussir à trouver, à répondre aux attentes des personnes âgées. Et ce que nous pensons à l'ADEPA, c'est que les personnes, à tout âge, souhaitent vivre avec beaucoup de liberté et ne souhaitent pas intégrer une institution. Et donc le modèle tel qu'il est dessiné aujourd'hui, très technocratique et qu'il s'approche du sanitaire, très clairement, des hôpitaux, ne répond pas du tout aux attentes des Français. Donc, quand les Français s'expriment et disent « je veux rester à domicile », nous pensons que c'est à minima, ils souhaitent avoir les mêmes libertés que tout citoyen français. Et donc, comment on va transformer ce modèle et je pense qu'on aura des idées qui vont se dessiner lors de votre table ronde. Et Mathilde, d'ailleurs, en tant qu'ergothérapeute, vous êtes en première ligne dans l'accompagnement des personnes âgées. Vous, comment vous les voyez, ces évolutions ? Effectivement, donc nous, on intervient au domicile des personnes. Après, effectivement, on le voit parce que, en fait, on fait vraiment une différence entre ce que la personne, elle, ses besoins, ce qu'elle demande, et nous, ce qu'on observe. Et on rencontre souvent cette difficulté où, en tant que professionnel, on va pouvoir se dire telle situation est dangereuse. Est-ce que vous évoquez peut-être de vous rendre en établissement? C'est un non catégorique. On est tout de suite, voilà, et je rejoins après ce que vous dites. On sait que la majorité actuellement, quand on interroge les seniors, ils souhaitent rester à domicile, mais la question se pose pourquoi aussi. C'est aussi en lien avec qu'est-ce qu'on leur propose derrière. Eux, ils ont l'image, comme ce qu'on a pu dire, de l'EHPAD, de tous les scandales qui vont avec. Donc, effectivement, ce n'est pas ce dont ils ont envie. Donc, nous, on intervient au domicile pour sécuriser du mieux qu'on peut et de ce que la personne accepte qu'on fasse pour qu'ils puissent rester au domicile le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Alain Villemeur, quelle tendance peut-on déjà observer aujourd'hui qui pourrait façonner ces évolutions, que ce soit sur le plan démographique ou dans l'organisation des soins ? Alors malheureusement, je pense qu'il y a la tendance n'est pas positive. Nous, on considère qu'il y a 2 défis à relever pour les EHPAD notamment. Le défi du nombre de soignants par résident. Actuellement en France, vous avez 0,6 soignants par résident. Il faut savoir que si on veut vraiment le bien-être des résidents, il faut environ 0,9 ou 1 soignants par résident.
c'est la norme dans les pays nordiques. Donc ça, c'est la première exigence. La deuxième, c'est de recruter davantage de personnel et donc d'améliorer les salaires. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Les salaires ne sont pas du tout attractifs. Ça passe que par le salaire, l'attractivité. Alors, il y a l'attractivité salariale qui joue, mais vous avez raison, il y a aussi les conditions de travail qui sont dans ces établissements parfois difficiles. C'est dans les EHPAD qu'il y a, je crois que le taux d'accident du travail est le plus élevé, plus que dans le bâtiment. Donc il faut aussi améliorer beaucoup les conditions de travail si on veut rendre ces métiers attractifs. C'est quel type d'accident de travail Port de charges lourdes, donc en règle générale, c'est des problèmes lombaires, etc. Tout ce qui regroupe les troubles musculo-squelettiques. Ouais. Du coup, je me permets de rebondir. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Aussi, notion de, plus de salariés, mais on sait qu'actuellement, il y a une crise à ce niveau-là et que le métier n'est plus attractif. Donc peut-être, comme vous disiez, d'innover aussi. Par exemple, nous, chez Merci Julie, on peut réfléchir à des systèmes innovants, comme par exemple, en EHPAD, pourquoi on ne mettrait pas en place des abattants japonais, lavant et séchant. Parce que, par exemple, on sait que ce côté-là, le côté nursing, c'est moins ce qui attire les professionnels qui pourraient du coup avoir peut-être plus de temps à passer avec la personne. Donc là, on est plus sur les innovations. Voilà, je pense qu'il y a aussi un travail là à faire à ce niveau-là, en tout cas, de mettre en place des innovations, peut-être pour alléger les tâches qui sont peut-être plus pénibles pour les soignants, pour qu'ils aient plus de temps pour l'accompagnement social et vraiment accompagner la personne dans d'autres activités qui vont plus intéresser la personne aussi. Juste passer du temps à discuter, tout simplement passer du temps avec la personne. Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que vous dites tous les deux, c'est la question qui va se poser, c'est celle du sens aussi au travail. Ouais. Je crois que le problème de l'attractivité est principalement dû au fait que les personnes viennent dans nos structures, aussi bien en établissement qu'à domicile, en se disant je vais faire quelque chose de bien de ma vie, je vais prendre du temps pour des personnes âgées fragiles. Et il faut dire que ces professionnels sont quand même, ce sont des gens quand même au grand cœur, ce sont des gens très clairement qui ont choisi ce métier pour beaucoup, d'autres ne l'ont pas choisi, mais généralement ils restent quand même par amour de leur métier, mais en partent très vite dès lors qu'on voit qu'ils ne sont pas mis en capacité de trouver du sens à leur travail, de prendre du temps auprès des personnes âgées. Donc, leur dire vous allez faire abattre des actes très rapidement, constater dans le regard des personnes âgées qu'elles ne sont pas satisfaites et rentrer chez soi et se voir dire par ses proches que travailler dans ce métier, c'est pas forichon, c'est pas super, parce que notre société, et ça peut-être on pourra en parler tout à l'heure, ne valorise pas les personnes âgées. Et d'ailleurs l'Europe le dit, qu'il y a un problème de discrimination par l'âge, notamment et principalement en France, ce qu'on en appelle l'agisme. C'est une spécificité française ? Européenne, avec un fort terreau en France. Et c'est-à-dire que du coup, travailler pour des personnes en situation de handicap, ça peut être très, très bien perçu. Travailler pour des personnes âgées, le vieillissement fait peur, le vieillissement n'est pas valorisé et même discriminé, surtout aux âges les plus avancés avec des pathologies multiples. Et donc, les professionnels, où maintenant, et là je vous rejoins parfaitement, où on sait d'ailleurs que les salaires sont bien trop bas. À la DEPA, nous avions fait une grande manifestation de 2 jours en 2018 avec l'intersyndicale. Donc ça veut dire que tous les syndicats s'étaient réunis. La dernière fois, c'était pour les retraites. Donc je veux dire, c'est pas tout le temps que ça arrive. Et là, Emmanuel Macron avait fait le choix quand même de lancer des travaux, etc. Et les fameux rapports qui sont arrivés sur les 12 milliards. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, rien n'a été fait pour résoudre la situation. Et donc on est à ce que vous disiez très bien, c'est qu'il y a les déficits des structures, parce que aussi peu de personnes viennent aussi, donc les taux d'occupation ne sont pas remplis. Il y a cette problématique donc des professionnels qui savent maintenant que ce secteur il n'est pas attractif du tout, donc qui vont vers d'autres secteurs. Et puis il y a surtout des personnes âgées qui sont mises en grande difficulté en établissement et à domicile aussi, parce qu'à domicile, les plans d'aide ne sont pas couverts. Ils sont couverts de l'ordre de 60% aujourd'hui, ce qui veut dire que des personnes qui
on les accompagne à moitié pour le faire assez directement. Donc il y a un vrai sujet d'avenir, un beau sujet, mais un sujet dont il va falloir collectivement, en tout cas la société française va devoir collectivement s'y pencher, quoi. Alors Oui, une partie de la solution vis-à-vis des EHPAD, c'est le maintien à domicile. Nous, on a fait une étude sur en gros, pour regarder dans les résidents des EHPAD combien en réalité pourrait être plutôt à domicile, puisque c'est le souci de la majorité des Français de vieillir à domicile. Et en fait, on s'est rendu compte que 30 à 40% des personnes qui sont en EHPAD, en réalité, auraient pu rester à domicile s'il y avait suffisamment de soins, de soins à domicile organisés, si peut-être les logements étaient un tout petit peu aménagés, sans que ça coûte des fortunes. Donc c'est quasiment sur les 600 000 résidents en EHPAD, c'est 200 à 300 000. C'est au moins 200 000 personnes qui auraient pu rester à domicile. Ce qu'on appelle tous les GIR 6, 5, 4, par exemple, qui sont des premiers niveaux de perte d'autonomie, pas trop sévères. S'ils étaient accompagnés, ils pourraient vieillir à domicile. Et leur bien-être serait évidemment bien supérieur. Et Mathilde avait déjà évoqué une innovation japonaise. Est-ce que vous, messieurs, vous envisagez, vous avez déjà pensé ou pu observer des innovations qui pourraient transformer l'accompagnement des personnes âgées? Puisqu'ici, on parle aussi d'innovation dans Santé Future. Moi, j'ai envie de vous dire, il existe plein de choses qui fait un établissement pour essayer de changer les choses. On l'a même vu pendant le Covid, comment on a réussi à proposer des choses nouvelles. Mais tout ça répond pas aux attentes. C'est annexe. C'est annexe, c'est un petit peu, etc. Mais ça peut pas permettre de répondre aux attentes pour une simple et bonne raison. C'est que nous ne prenons pas le temps d'écouter ce que souhaitent les personnes âgées. À ADEPA, nous soutenons depuis 25 ans un dispositif qui s'appelle Citoyennage, qui permet aux résidents des établissements type EHPAD, résidence-service, résidence-autonomie et des services à domicile de se réunir sur des thèmes, sur leur quotidien, pour après, en colloque, par région, porter des propositions concrètes d'amélioration, etc. On voit que souvent, ils ne nous demandent pas des choses extraordinaires. Ils nous demandent souvent des choses... on ressort de ces colloques, j'ai envie de pouvoir aller sur le marché, quoi. Est-ce qu'on peut m'accompagner sur le marché? Vous comprenez, oula, c'est compliqué. Est-ce que je peux avoir une vie sociale? Voilà, tout simplement, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, on peut me rendre visite? Oh là là, mais vous ne vous rendez pas compte, ça veut dire que... est-ce que je peux bien comprendre ce que je paye et voilà, est-ce que je peux payer un loyer assez classique et puis après savoir les charges à côté? Voilà, des choses finalement assez simples. C'est pas forcément de l'innovation qu'elles attendent. Eh bien, on voit bien que... Ça, c'est plutôt du point de vue des auxiliaires de vie pour rendre justement le métier plus attractif. C'est ce que disait Mathilde. Ce qui est aussi important, en fait, c'est vertueux. Mais c'est ça, et nous pensons qu'en écoutant, en mettant ces groupes de parole vraiment dans les établissements, au-delà du conseil de la vie sociale, aller plus loin, passer du temps à écouter ces personnes nous dire et nous répéter chaque jour qu'en fait elles ont envie. Alors là, c'était une très bonne avancée, c'était de pouvoir accueillir des animaux de compagnie. Ça a été un peu tourné en dérision. Alors là, pour le coup, je trouvais que nous trouvions à l'ADEPA que ce qu'avait fait la ministre était quelque chose de concret. On doit pouvoir accueillir nos chats, nos chiens, venir en structure. Vous vous rendez compte, pour une personne, se dire pourquoi je ne vais pas aller en établissement? Pour beaucoup, j'ai mon animal de compagnie, ils n'acceptent pas, il est hors de question que je laisse mon animal de compagnie. Et alors, là où on est dans un système un peu fou de bureaucratie, c'est qu'une fois que la loi a été votée, la ministre est partie, d'ailleurs depuis l'affaire Orpea que précisait monsieur, il y a eu 5 ans, 5 ministres, ce qui veut un peu dire comment on considère un petit peu ce secteur. Mais la ministre a fait voter cette loi, qui était une très bonne loi. Ça doit faire appel à un décret. Je vous le donne en mille. Nous passons du temps avec les administrations à discuter du mini-trait, etc. Et finalement, ça va être réduit au minimum de chez minimum parce qu'il va y avoir tout un tas de restrictions. Et du coup, on arrive à faire qu'on ne peut pas dire qu'on vit chez soi dans un établissement.
Là, je vous entends dire. Moi, il me semble que effectivement, il faut revoir le modèle de l'EHPAD, isolé, en dehors du centre de la ville. Il faut, à notre avis, que les EHPAD soient au cœur des villes, au cœur des centres, pour qu'ils soient en lien avec la vie de la cité. Alors, vous avez des exemples extraordinaires. Il y a des EHPAD qui accueillent des crèches. Mais il y a pour aussi jeunes enfants. il y a des modèles de soins partagés, comme des logements intergénérationnels aussi. Il y a aussi ça, absolument. Il y a des EHPAD qui accueillent des bars ouverts à la cité, Et ça peut à la être une population. solution viable, par exemple, un logement intergénérationnel? Mais absolument. D'ailleurs, bon, ça se développe. Et puis ça rend service à la fois aux personnes âgées et puis aux étudiants. Donc ça fait partie des solutions, effectivement. Mathilde, quelle place les aidants familiaux occupent-ils dans la prise en charge aujourd'hui? Ils ont une place majeure on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de structures, d'organismes qui se construisent pour aider les aidants, justement. Nous, on se rend bien compte quand on intervient à domicile, on intervient pour la personne, mais on intervient bien évidemment pour l'aidant, que ce soit un aidant professionnel avec les auxiliaires de vie, mais aussi l'aidant qui, si on intervient auprès d'une personne, par exemple, qui a 70 ans, on se doute bien que l'aidant, il n'a pas 30 ans de moins. Il a aussi le même âge, il rencontre aussi des difficultés. Et nous, par exemple, quand on va mettre en place, par exemple, une planche de bain sur la baignoire pour aider la personne à rentrer dans la baignoire, l'aidant aussi va pouvoir l'utiliser. Mais il y a aussi du matériel qui peut être, à la base, utilisé que par l'aidant pour prendre soin de son aidé, en fait. Ils ont une place aussi majeure qu'on a du mal encore à percevoir. Comment il pourrait évoluer ce rôle de l'aidant? Moi, je crois qu'il faut reconnaître le rôle massif des aidants. Vous avez, on estime qu'il y a 11 millions d'aidants en France, que ce soit pour les jeunes générations ou pour les personnes âgées en majorité. Vous en avez 4 ou 5 millions qui travaillent en même temps. Et donc, surtout des femmes d'ailleurs. Et c'est quand même une difficulté parce que ce travail d'aidant dans les entreprises n'est pas très reconnu. Non, pas du tout. Donc, pas du tout. Donc, il faut effectivement que les entreprises évoluent pour reconnaître davantage ce rôle des aidants, puisqu'ils remplissent un rôle fondamental. Et est-ce qu'on peut déjà penser à des initiatives ou des dispositifs qui pourraient renforcer le soutien aux aidants, prévenir l'épuisement? Il y a eu quelques avancées dans le monde du travail pour les aidants, mais ce n'est pas suffisant. Il faut effectivement créer un véritable congé proche aidant, mais beaucoup plus large, beaucoup plus élargi, avec un maintien de la paye, avec une assurance que derrière on puisse reprendre notre travail à l'échelon dans lequel nous étions à l'époque. Donc oui, c'est très important. Moi, je peux juste me permettre de rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, c'est sur les crèches. Je trouve ça extrêmement intéressant de développer des crèches dans les maisons de retraite. Et alors, dans la maison de retraite dans laquelle notre association est accueillie, dans le Val-de-Marne, il y a une crèche c'était une des premières crèches qui a été créée en France. Et en fait, on fait régulièrement appel à des anthropologues pour nous dire quelles sont les avancées. Et finalement, la plupart du temps, les rapports, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, c'est très bien pour les personnes âgées puisqu'ils voient des gens, mais c'est surtout très bon pour l'enfant. Parce que l'enfant, qui a une tendance à être agité, à être tout le temps dans le bruit, etc., dans une maison de retraite, souvent, c'est un peu plus calme. Le rythme des personnes âgées étant plus lent, ça permet aussi de canaliser l'enfant sur des travaux manuels et intellectuels. Et souvent, on remarque que le bénéfice est plutôt pour l'enfant. Et puis, ça permet d'ouvrir de permettre à des parents, parce que c'est pas ouvert exclusivement aux professionnels, d'ailleurs c'est principalement ouvert pour des gens qui viennent de l'extérieur, donc il y a du passage dans la structure. Il y a un théâtre dans l'établissement dans lequel nous sommes. Alors c'est très bien pour les personnes âgées parce que le contrat qui a été dit, c'était que toutes les personnes âgées peuvent aller voir les représentations et les entraînements aussi des personnes. Ce qui est très bien, c'est que les gens qui viennent pour les acteurs ou les comédiens, et des fois, ils le font tout seuls. Donc là, ils voient des personnes, ils ont déjà un public. Donc en fait, c'est du donnant-donnant. Donc il y a plein de choses qui existent. Après, il faut aller au-delà. Comment on pérennise l'idée. Mathilde, de votre point de vue, sur le terrain, qu'est-ce qui vous formule comme envie ces personnes avec qui vous
travailler? Alors nous, quand on les rencontre, c'est des demandes vraiment axées sur les activités de la vie quotidienne. C'est les demandes qu'on a le plus, c'est comment je peux faire pour accéder à ma douche de façon sécurisée, comment je peux faire pour accéder à mes WC. On est vraiment sur des demandes très axées vie quotidienne aussi. On se rend bien compte que au niveau des aides techniques qu'on met le plus en place, c'est vraiment axé sur ces activités ou tout simplement me lever de mon lit, de mon canapé. On se rend bien compte, en tout cas nous, les personnes qu'on rencontre, c'est vraiment finalement après où ils nous parlent des sorties avec les auxiliaires de vie, etc. Ils sont plus axés sur déjà, parce que nous, on intervient aussi dans des logements qui sont pas très adaptés également. Et je me permets de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur... tout prend du temps quand même à mettre en place des choses et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure avec l'abattant japonais, nous on réfléchit aussi à ça pour le domicile. Par exemple là, concrètement, l'auxiliaire de vie, on se rend compte quand même les personnes âgées, comme vous disiez, elles aimeraient sortir, mais comme ce que je viens de dire, finalement elles n'y pensent même pas en fait. Elles sont tellement axées vie quotidienne, comment faire ça, le ménage. Nous on entend beaucoup ça, l'auxiliaire de vie elle veut plus faire le ménage, elle veut plus monter sur les chaises. Mais si finalement on met en place par exemple le robot aspirateur qui va faire le ménage et pendant ce temps l'auxiliaire de vie, de toute façon là à court terme on n'a pas les moyens de leur donner plus de temps, de plus les payer, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement comme innovation? Si le robot il fait le ménage pendant ce temps, l'auxiliaire de vie peut-être qu'elle pourra sortir du coup avec la personne âgée. Voilà, c'est aussi ce qu'on... Donc pas si annexe finalement les innovations, en tout cas pour une ergothérapeute. À domicile, le temps passe et j'aimerais qu'on aborde quand même la question du financement, qui est quand même le sujet majeur. Est-ce qu'il serait possible de créer un système de financement participatif, comme c'est le cas dans certains pays nordiques, par exemple? Ça, c'est le choix que doit faire la représentation nationale. Et donc, il y a évidemment, en tant qu'association de directeurs et au service des personnes âgées, nous souhaiterions qu'il y ait un dispositif de solidarité nationale, que l'APA soit revalorisé et que ce soit le cas. Pour autant, force est de constater, comme je vous l'ai dit, que les 3 derniers quinquennats n'ont fait aucune avancée sur le sujet. Donc, la question qui se présente à eux, c'est soit déjà qu'ils mettent ce dossier à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et au Sénat et qu'on puisse avoir la loi fin de vie revient en janvier, il faudrait que la loi autonomie revienne vraiment pour pouvoir émettre ce débat. Et nous pensons à l'ADEPA, en tout cas, que c'est quelque chose qui peut faire, à minima, peut-être pas consensus sur les solutions, mais sur le fait qu'il faut agir. Je pense que qu'on soit de droite, de gauche, du centre, on est tous convaincus, je pense, et d'ailleurs on le voit bien autour de la table, on est à peu près tous d'accord qu'il faut qu'avancer. Donc, soit c'est la solidarité nationale, soit c'est la solidarité nationale en ajoutant un système assurantiel, soit soit on dit c'est chacun qui paye pour soi, c'est-à-dire qu'on augmente les tarifs des structures pour augmenter le nombre de professionnels, mais ça reste à la charge de chacun. Tout ça, c'est un choix de société. Et à minima, ce que nous demandons à l'ADEPA, c'est que ce soit débattu, qu'on arrive à un système. Nous pensons que le système hybride pourrait convenir, mais après, ce n'est pas à nous de le décider. Alain, sur la question du financement ? Alors, il faut effectivement trouver des financements supplémentaires. Bon, ce qui a été dit par monsieur, c'est d'ordre de 10-15 milliards dans les 5-10 prochaines années. Ce sont des sommes considérables. Et compte tenu de la situation économique française, du déficit, etc., c'est un vrai défi. Alors c'est pour ça que je rebondis aussi sur l'idée de l'assurance. Nous, on préconise qu'il y ait une assurance perte d'autonomie qui soit obligatoire à partir de 45 ans. Ça ne serait pas des sommes considérables, mais ça permettrait, en la rendant obligatoire à partir d'un âge où 45 ans, par exemple. Pourquoi 45 ans? C'est un âge où on prend conscience effectivement des problèmes de vieillissement, de la dépendance peut-être de ses parents. Et ça pourrait rapporter effectivement des sommes à la hauteur du défi. Alors il y a des pays qui ont des assurances dépendance. Donc pour nous, ça serait un complément à la solidarité nationale, c'est de rendre obligatoire une assurance dépendance. Alors, qui serait un moyen aussi d'avoir une certaine solidarité, puisque tout le monde ne termine pas sa vie en étant dépendant. Oui. Heureusement, au moins la moitié de la population termine sa vie sans être réellement dépendant.
Donc on pourrait effectivement, l'assurance nous semble avoir beaucoup de mérite pour ce problème. Et quelle place pour des collaborations renforcées entre le secteur public et privé dans le financement de soins à long terme? Vous savez, si l'État a eu recours à des structures privées, il y a, je dirais, 30 ans de ça peut-être, c'est parce qu'il n'a pas souhaité réinvestir dans du bâti, dans des professionnels. Et du coup, comme dans le secteur sanitaire, entre hôpitaux, cliniques, il a été fait le choix d'une ouverture au privé. Aujourd'hui, je rappellerai, si on prend juste les établissements, 50% ce sont des établissements publics, 30% des associatifs pour le faire court et 20% des commerciaux. Et dans ces commerciaux, 15% des groupes. Donc il y a aussi des indépendants. Je ne suis pas sûr que le sujet qui se pose aujourd'hui, en tout cas à notre sens, que ce n'est pas le sujet prioritaire. Après, une fois qu'il y aura les moyens, qu'il y aura le cadre, qu'il y aura le cap, de savoir si on a plus ou moins recours à... Alors c'est certain qu'il faudra toujours du public à notre sens, mais qu'on a plus ou moins recours à du privé et notamment du privé commercial, ça serait une décision qui devra aussi être prise, mais ce n'est pas notre sort. Et chers invités, c'est bientôt la fin. Est-ce qu'on peut terminer par peut-être d'autres efforts qui pourraient être mis en œuvre pour favoriser l'autonomie des personnes âgées, leur qualité de vie qu'on n'aurait pas évoquée? Oui, alors il y a effectivement un souci aussi qu'on n'a pas évoqué, qui est celui de l'isolement des personnes âgées. Oui. L'isolement social est un fléau qui concerne, nous on estime 2 à 3 millions de personnes âgées. Des personnes qui ont très peu de connexion, très peu de contact avec que ce soit la famille ou l'extérieur. Et donc on a effectivement aussi un souci de ce côté-là. C'est pour ça que le maintien à domicile, les services à domicile, de notre point de vue, doivent être considérablement développés à l'avenir. C'est votre point de vue aussi, Mathilde? Oui, je suis assez d'accord. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'on n'a pas évoqué aussi la formation des professionnels. On parlait surtout les arrêts de travail. Plus attractif. Alors aussi, peut-être pas que, mais effectivement, ça y contribuerait. Oui, ça contribuerait parce que tous ces arrêts de travail en lien avec des troubles musculo-squelettiques, les douleurs lombaires, si on mettait aussi un peu plus de moyens sur la prévention, la formation en amont, comment je fais pour me protéger dans telle situation, ne pas me faire mal, etc. On pourrait, c'est certain, diminuer tous ces arrêts de travail, ces accidents qui peuvent arriver par la suite. Éric, vous pensez à d'autres dispositifs pour attirer plus de talents dans ce secteur? Moi, je dirais, vu que c'est l'élément de conclusion, que si on veut faire une véritable avancée, c'est pas que nous, professionnels, c'est la société française en règle générale, et à commencer par le vocabulaire, les mots que nous employons. Dans le titre de votre émission, il y a le mot prise en charge. Moi, je préfère qu'on parle d'accompagnement, on ne prend pas en charge des gens. J'entends parler beaucoup de dépendance, notamment monsieur qui a fait l'édito. La dépendance, pour nous, c'est un mot très négatif. Moi, je suis dépendant de vous parce que sinon, je ne peux pas m'exprimer dans les médias. Vous êtes aussi dépendant de moi parce que sinon, vous n'avez pas d'invité. Donc, si vous voulez... Qu'est-ce qu'il faudrait dire à la place de dépendance ? Une personne, déjà, un homme, une femme. Est-ce qu'on a besoin de catégoriser ? Monsieur disait aussi, votre éditorialiste, je me suis noté quelques points, des sujets de soins. Mais personne n'est un sujet de soins. Je passe, des fois je vais à l'hôpital, etc. Mais personne ne me considère, moi, comme un sujet de soins. Donc il va falloir qu'on travaille tous collectivement à se dire, faisons très attention à comment... Tout l'imaginaire autour de la vieillesse. Absolument, pour en faire quelque chose qui est normalement quelque chose de beau. Donc, c'est une chance considérable. Absolument. La vieillesse, c'est une chance. Il faut imaginer qu'effectivement, on ne dépassait pas, il y a 100, 150 ans, on ne dépassait pas 40 ans en moyenne. Maintenant, on a 30 000 centenaires et on en aura sans doute 2 fois plus dans 10 ans. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Mathilde Pruvot, ergothérapeute chez Merci Julie, Alain Villemeur, directeur scientifique de la chaire TDTE, et Éric Frégona, directeur adjoint de l'ADPA. Merci. On passe à la pépite santé.